Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Face au public, votre magazine de société sur Radio Côte d'Ivoire, un samedi sur deux en direct et en public. Aujourd'hui, nous nous intéresserons au journalisme, une profession qui tient un rôle particulier dans la société. Quel est l'avenir de ce métier en Côte d'Ivoire et pourquoi les journalistes sont-ils décriés ? Faites-nous part de vos remarques et propositions par téléphone au 20 21 44 48 ou envoyez vos réactions et vos questions sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire et RTI Info. Alors pour cet échange, qui de mieux que mes confrères récemment récompensés au prix Ebony. Nous sommes avec Soro Sita. Bonjour et mes sincères félicitations. Ok, merci à vous Fatim, bonjour à tous. Et nous reviendrons aussi sur votre parcours et vous nous donnerez votre regard sur la profession. Nous sommes aussi accompagnés de Laurent Okoué, premier vice-président de l'UNJCI. Bonjour. Bonjour Fatim. Et merci d'être présent. Je vous en prie. Alors avec vous, bien sûr, nous reviendrons sur ce fameux prix Ebony. Vous allez nous expliquer l'organisation, la gestion et puis comment vous attribuez ces prix et votre regard aussi sur notre profession. Nous consacrerons donc la première partie de l'émission à l'Ebony, puis au journalisme en général. Nous serons certainement rejoints par des confrères, on l'espère, qui sont peut-être encore en route. N'hésitez pas donc à réagir au 20 21 44 48. Alors, Noël Ebony, de son vrai nom, Noël Essi Kwame, né dans les années 50 en pays Ani, est mort en 86 à Dakar, fut un journaliste et un homme de lettres ivoirien. Collaborateur régulier du quotidien Fraternité Matin, il fut le correspondant ouest-africain du mensuel Demain l'Afrique et est au moment de sa mort le rédacteur en chef du mensuel Africa International. C'est un journaliste éclectique. Ses articles abordèrent un large éventail de sujets allant de la politique ivoirienne et internationale à la culture, avec une préférence marquée pour la musique. Il collabora aussi avec le magazine Ivoire Dimanche. Et en Côte d'Ivoire, donc, son nom est aujourd'hui associé à l'excellence journalistique. Et le prix éponyme, créé à l'initiative de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, l'UNJCI, demeure la principale distinction nationale en la matière. Un mot peut-être sur Monsieur Ebony qui a donné ce prix. Oui, vous venez de donner des informations assez essentielles. Nous visons l'excellence. Il est clair qu'à ce niveau, on voit que le Noël Essi Ebony, si on veut faire une comparaison, c'est comme au niveau de la médecine, il y a les médecins généralistes et puis il y a les médecins spécialistes. Et lui, il était non seulement généraliste, mais il était aussi spécialiste dans beaucoup de domaines. Et c'est ce que nous avons recherché. Enfin, nos aînés, en 91, quand l'UNJCI était créé, ont recherché. Et au bout de 2 ans, à partir de 93, on dit, bon, il faut donner, au lieu de dire prix de meilleur journaliste, il faut regarder parmi nous, nos devanciers, quels sont, ou quel est celui qui a, ou quelle est celle qui a vraiment, disons, renferme et le condensé de tout cela. Le prix d'excellence, c'est de trouver un journaliste qui peut être généraliste, mais aussi spécialiste, et avoir la culture de l'apprentissage. Il se met toujours en cause et il travaille non seulement au niveau des journaux ou d'un journal de l'État, mais aussi il collabore avec les journaux internationaux. Mais étant même journaliste, travaillant pour un journal de service public, il se permettait de faire des critiques assez osées vis-à-vis du pouvoir en place, notamment le président Houphouët-Boigny, ce qui n'était pas une chose assez facile à l'époque. D'accord, donc il y avait de l'excellence et l'impertinence. Et puis l'audace, il faut avoir l'audace. On va en parler. Alors la 21e soirée des Ebony, Nuit de la communication, a donc tenu ses promesses. C'était le samedi 18 janvier 2020 à l'hôtel Président Yamoussoukro. Avec le sacre, on peut le dire, de notre confrère Serge Coléa, journaliste à la RTI, qui a reçu le super prix. Il a aussi raflé le prix du meilleur journaliste de la télévision, le prix de la meilleure interview, le prix du meilleur reportage des droits de l'homme. Et le prix Ebony du meilleur journaliste radio a été remporté par Soro Sita de Radio Côte d'Ivoire. Il y a Francis Kwame Yao du quotidien gouvernemental Fraternité Matin, quant à lui, a décroché le prix Ebony Presse écrite. Plusieurs autres prix sectoriels dont vous nous parlerez ont été remis aux journalistes pour leur production de l'année 2019. J'ai envie de demander déjà à Soro Sita, ce n'est pas... On peut se tutoyer. Oui, bien sûr. Ce n'est pas ton premier prix. Non. Mais quelle est la première émotion que l'on ressent quand on reçoit ce type de distinction ?
il faut dire qu'on est franchement heureux. Et moi, cette année à Ebony, ça a été une véritable surprise pour moi. Moi, je partais avec l'idée de remporter ou bien de revenir avec un prix sectoriel comme ce fut le cas en 2018. Et cette année, j'ai eu le prix du meilleur journaliste radio. Ça a été vraiment une surprise. Et il faut dire que j'étais vraiment très ému. Et même quand c'est la seconde fois, oui, toujours autant d'émotions. Oui, mais la seconde fois, c'est encore un prix, c'est le prix aussi un peu plus important que celui de 2018. Donc, c'est un peu comme si on montait un peu en grade. Donc, on était vraiment très contents de ça. Alors, pouvez-vous nous décrire rapidement un peu votre parcours professionnel, peut-être cursus scolaire? Alors, il faut dire que j'ai commencé le journalisme en 2009. Moi, j'ai débuté dans la presse écrite. D'accord. C'est la meilleure école, ce qu'on nous dit. Ouais, c'est ce qu'on dit. Et je pense que c'est vérifié, c'est confirmé. Parce que dans la presse écrite, là-bas, on écrit beaucoup. Oui. Et on nous apprend à vraiment soigner les papiers, le style journalistique, tout s'apprend là-bas. Moi, j'ai commencé dans un média privé de la place en 2009. Et après, je suis allé à Fraternité Matin avant de me retrouver à la radio, à la RTI. Donc, ça fait quand même une dizaine d'années que je suis dans ce corps de métier-là. Et pourquoi ce métier, ce choix? C'est par passion? C'est par passion parce qu'il faut dire, à la base, je n'ai même pas fait d'école de communication, je n'ai pas fait d'école de journalisme. C'est par passion que je suis intéressé un peu par ce métier-là. Moi, déjà au lycée ou à l'université, je voyais déjà, on regardait tous la télé, on écoutait aussi la radio. Il m'arrivait souvent de lire les journaux également. Donc, moi, j'ai eu quand même des figures, des personnes que je suivais et qui m'ont donné vraiment l'envie de. Justement, c'est ma prochaine question. Quels étaient vos exemples? Moi, mes exemples, j'aimais beaucoup Awa Eroua, qui était l'une des présentatrices phares de la télévision ivoirienne. Moi, je suivais beaucoup ses journaux et je me retrouvais un peu en elle. Et elle avait un style aussi un peu particulier, un style un peu à la garçonne, oui. Parce qu'elle avait les cheveux un peu courts. Moi, dans le temps, quand j'étais au lycée, j'avais un peu ce genre de style-là. Donc, je me retrouvais beaucoup en Awa Eroua. Donc, j'ai voulu vraiment faire embrasser un peu ce métier de journaliste-là pour être un peu, pour faire comme elle. Alors, est-ce qu'on prépare un prix Ebony comme un athlète prépare une compétition? Est-ce que vous vous dites, écoutez, il y a le prix chaque année, cette année, je veux en découdre avec mes confrères, je veux me préparer pour l'obtention de ce prix? Non, il n'y a pas de préparation spéciale à Ebony. Il faut dire que les productions qu'on dépose pour la compétition, c'est des sujets qu'on traite au quotidien dans nos différents organes de presse. Et des sujets de société, ça peut être des sujets en politique, c'est des sujets souvent qu'on nous confie, on nous demande de creuser un peu, de faire un peu plus de recherche et de proposer ça aux auditeurs. Et quand on lance le prix Ebony, bon, souvent on va fouiller un peu dans nos productions, puis on s'est dit, bon, pourquoi pas ne pas peut-être sélectionner tel ou tel sujet, peut-être que ça peut attirer l'attention du jury, et on va déposer aussi ces sujets-là comme ça, mais sans arrière-pensée, il n'y a pas une préparation, je veux dire, spéciale pour ça. C'est notre travail au quotidien, on est là pour dénoncer un peu les faits de la société, on est là un peu pour décrire un peu tout ce qui ne va pas. Et quand on lance le prix, on dépose simplement les productions, et c'est au jury maintenant d'apprécier. D'accord. Alors, le prix Ebony, c'est aussi des gains. Oui. Bon, on ne veut pas non plus tout dévoiler, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez gagné? Et il faut dire franchement, tellement j'étais submergée par l'émotion, je n'ai pas trop écouté. Ah, donc, vous pouvez la doubler, hein, vice-président. Non, elle n'a pas retenu les gains, vous pouvez la doubler. Je n'ai pas retenu ce à quoi j'avais droit. Moi, j'ai juste mes trophées, ça me suffisait ce jour-là. C'est vrai? Mais il faut dire que depuis la création du prix d'excellence Ebony, les choses ont évolué. Nos aînés, vous pouvez demander à Venance Kona et à des aînés qui sont les Lévi Yamke, qui ont, même Yves Zobo Junior, qui ont gagné ce prix. Il n'y avait rien du tout. En dehors d'un trophée, c'est même pas un trophée, c'est un objet d'art. Avec le temps, ça a évolué. Il y a les numéraires, puis il y a des formations. Il y a des formations, il y a des voyages d'études. Mais aussi, il se trouve qu'à partir de ces consécrations, les lauréats sont sollicités tant sur le plan national qu'à l'international. C'est une vitrine, en fait. Voilà, donc c'est vraiment une vitrine. Et souvent, bon, peut-être les employeurs sont inquiets parce que souvent, pour les entreprises de presse privées,
il se trouve qu'on débauche les super ébonies, les ébonies et les lauréats des prix sectoriels. Mais nous travaillons à ce que l'excellence prônée puisse être, disons, répercutée au niveau des entreprises de presse. C'est ce que nous essayons de faire en amont, avant qu'on arrive au côté prix ou récompense. Voilà. Alors, je voudrais qu'on écoute un peu la réaction des Ivoiriens sur le prix Ebony et après, je vais vous faire réagir. Merci beaucoup. Je suis Rachid Sankwasi, journaliste à la RTI Radio. Le prix Ebony, c'est un bon prix, mais qui peut être amélioré. Je le dis souvent, au départ de la création de l'UNJCI, quand on en commençait, avec nos aînés, les Yao Noël et autres, mais le prix Ebony, au départ, pour moi, était un prix pour encourager les uns et les autres. Mais la seule chose qui me gêne dedans, c'est qu'on fait obligation aux nominés de venir poser un acte de candidature. Ça, je ne vois pas. Je suis journaliste, je travaille pour un public. Si le public me juge que je peux être nominé ou primé, qu'on me prime. Mais je n'ai pas besoin, moi, de réunir mes productions pour aller faire acte de candidature. C'est ce petit couac-là qui me gêne un peu. Sinon, c'est un bon prix de l'excellence pour les journalistes, mais qu'on laisse le public, les téléspectateurs, les lecteurs et auditeurs choisir leur lauréat. Je suis M. Kofi Marcel, enseignant. Je pense que le prix Ebony est une bonne chose. Ça permet de mettre en valeur le talent de nos journalistes, de respecter les codes de déontologie, d'éthique, tout ça. Donc ça permet aux journalistes de se mettre en valeur, d'être compétitifs et vraiment de produire un travail de qualité. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Après, il faut vraiment canaliser. Les jurés doivent être de qualité et puis il faut que les articles ou bien les éléments proposés par les journalistes soient vraiment de qualité. Il ne faut pas qu'on soit dans la complaisance, qu'on soit vraiment dans la rigueur et bien sûr dans la compétence. Sinon, pour moi, c'est une bonne chose et ça va permettre aux journalistes de faire du bon travail. Je suis Jean-Philippe Auréa, consultant sportif. Le prix Ebony, c'est une excellente initiative parce que toute corporation mérite d'être célébrée et surtout les meilleurs méritent également de pouvoir être reconnus à travers leur travail par leur pairs. Donc je pense que c'est une excellente initiative. J'espère maintenant qu'avec les différentes réformes qui jalonneront l'évolution de ce prix-là, tout le monde arrivera à être satisfait au niveau des différentes conditions qui permettront aux futurs lauréats de pouvoir tout simplement remporter ce trophée. Bonjour, moi c'est Franck Nyakpa. Je pense que le prix Ebony, c'est un bon prix qui permet de récompenser les meilleurs journalistes à cause de leur travail abattu. Je me nomme Kofi Gervais. En ce qui concerne le prix Ebony, je pense que c'est un bon prix. Les journalistes et ceux qui l'ont mis en œuvre ont bien fait. Cependant, j'aimerais ajouter que ce prix doit récompenser l'ensemble de la presse, c'est-à-dire les animateurs, même soit les techniciens, ceux qui sont dans l'ombre, puisqu'on ne les voit pas, mais ceux qui font le plus gros travail. Donc j'aimerais que les prochaines éditions se penchent sur cela, afin qu'eux aussi soient récompensés, soient aussi heureux. Alors, vous avez vu plusieurs réactions. Il y a d'abord la première réaction, que je vais être très honnête, que je partage. L'idée d'être contraint, déjà, il faut appartenir à l'UNJCI. Il faut être membre, en tout cas adhérer à votre association, ce qui n'est pas le cas de tous les journalistes, dont moi et on est plusieurs comme ça. Il faut faire la démarche de prendre ces productions, venir vers vous en disant « Regardez, je pense que celle-ci en vaut la peine ». Et est-ce que le vrai prix, ce n'est pas celui du public ? Donc, répondez déjà à la première remarque du journaliste. Et après, il y a la seconde aussi qui est très intéressante. Quand on fait une production, il y a beaucoup de personnes qui rentrent en compte, les équipes techniques. Et effectivement, pourquoi ne pas consacrer un prix aux techniciens ? Le meilleur cadreur, le meilleur réalisateur, le meilleur journal. Parce qu'il y a aussi des gens derrière nous. Quand on regarde à la fin d'une émission ou d'une production le générique, et on voit défiler un certain nombre de noms dont on ne tient pas compte. C'est vrai que nous sommes devant en tant que présentateurs, journalistes, mais nous ne sommes pas seuls à porter ces projets-là. Donc, réagissez à ces deux propositions. Merci beaucoup. De la population. Le prix Ebony, c'est comme le ballon d'or. C'est vrai qu'un joueur, il est dans une équipe, mais c'est une consécration individuelle. Mais il se trouve que c'est le Congrès qui décide déjà, qui trace les sillons. Et le Conseil exécutif de l'UNJCI ne peut pas s'écarter de ce qui a été décidé au niveau du Congrès. Première chose. Deuxième chose, il y a depuis des années une commission permanente du jury qui fait une présélection des productions des journalistes. Vous prenez Jérôme Kouakou qui est chez vous ici. En 2015, quand il a eu le prix, il était à Mans. Il ne savait même pas que ses productions ont été présélectionnées. Et il lui était surpris de se retrouver comme Super Ebony. Mais qu'est-ce que nous avons décidé depuis 2012 ? Nous pensons qu'il y a tellement de journalistes aujourd'hui
à l'époque, c'était une centaine. Aujourd'hui, nous sommes près de 1000 journalistes professionnels et identifiés et qui sont détenteurs de la carte de journaliste professionnel. Et il se trouve qu'il y a seulement 5 personnes, au niveau de la commission permanente, qui écoutent, qui lisent et qui regardent les productions de nos confrères. Mais on s'est dit qu'une œuvre humaine n'est pas parfaite. Donc nous demandons à ceux qui veulent postuler de venir déposer au moins 9 de leurs meilleures productions en reportage, en interview et en enquête. Et c'est ce qui est fait. Donc il y a un croisement qui est fait. Donc vous voulez dire que vous-même déjà, vous regardez ce qui se passe dans les médias, vous pouvez récupérer quelqu'un. Ça s'est fait, puisque au niveau de la radio et la télévision, c'est plus facile. Puisqu'il suffit seulement de prendre la base de données ou la banque des données de tout ce qui est production, de tout ce qui est interview, des 3 grands gens qui sont sélectionnés, interview, reportage et enquête. Et c'est tout cela qu'on prend et on met ça à la disposition du jury. Jury qui corrige en Mais il faut être membre de l'UNJCI. C'est-à-dire que le journaliste que vous sélectionnez. Il faut d'abord journaliste professionnel. Ensuite, membre de l'UNJCI, parce que quand même, c'est un prix créé par l'UNJCI. Mais ce qui est difficile, c'est que si nous voulons élargir aux professionnels, je veux dire professionnels de la communication, à l'époque c'était les assimilés, si nous voulons élargir, il y a peut-être un prix qu'on peut, si le congrès de l'UNJCI décide qu'on peut récompenser par exemple l'entreprise de presse. C'est vrai qu'on a fait pour quelques prix sectoriels où il y a, le journaliste reçoit une récompense, mais sa rédaction aussi est équipée. On a fait pour quelques années, mais vous savez que c'est assez difficile pour pouvoir récompenser, on peut dire, bon, technicien, tout cela. Mais c'est le Congrès qui dit, bon, on peut le faire. Et on doit le faire. Si vous voyez cela, c'est aussi simple. Et le prix du public? Le prix du public, c'est... Pourquoi il n'existe pas? On a essayé avec le prix du meilleur présentateur, où on a demandé au public de voter, mais il se trouve qu'on s'est fait taper dessus parce que le prix Ebony, c'est d'abord le prix qui consacre le jugement des pairs. Dès l'instant où les journalistes même disent que bon, c'est comme le ballon d'or où on dit bon, les sportifs eux-mêmes votent, élisent le meilleur sportif. Vous voulez dire que c'est un prix entre professionnels? Oui, c'est un professionnel. Parce que le regard du public n'est pas le même regard critique. Mais pourtant, les productions leur sont destinées. Ils ont aussi un regard critique sur le travail qui est fait. Parce qu'on va venir après sur les critiques sur notre métier. Vous allez voir que le public a... Nous voulons, si nous voulons aller vers un prix spécial du public, sur la base de cela, c'est le Congrès qui va récupérer ça dans 3 ans pour dire, bon, quand on a expérimenté, les attentes sont assez nombreuses. Il se trouve que même à Yamoussoukro, il y a eu des confrères, enfin des professionnels qui disaient, ah, vraiment, nous voulons le prix du meilleur animateur, le prix du meilleur technicien. Bon, il y a des associations sectorielles qui existent, des OPM qui existent, qui ont essayé, mais c'est un peu difficile à pouvoir. Comment juger un meilleur technicien la qualité de son travail. Oui, un meilleur technicien, c'est une panoplie de critères qu'il faut pouvoir identifier. Mais nous ne sommes pas fermés. Il suffit simplement qu'il y a un règlement intérieur du prix Ebony. Dès l'instant où le Congrès qui nous a porté aux affaires décide qu'on peut s'élargir au procès de la communication, il n'y a pas de problème. En ce moment-là, on fait une sorte de passerelle entre les autres professionnels ou les secteurs des médias et on pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais peut-être ce qu'on peut faire, c'est de ramener, par exemple, des récompenses pour l'entreprise de presse dans laquelle travaille le Super Ebony. Alors là, la RTI a été... Non, là, au moins... La RTI mais la RTI a eu, par le passé, a eu du matériel de travail. Hein, la RTI, je ne sais plus quelle année, mais la RTI en a reçu. D'autres radios ou bien d'autres entreprises de presse écrites en ont reçu. Mais je veux dire qu'à ce niveau-là, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, c'est ce que nous essayons de faire. Il y a le relais qui est pris par les autres OPM qui organisent aussi des prix qui ne sont pas peut-être suffisamment médiatisés, mais il est clair qu'il y a des prix qui existent. Au-delà de cela, nous encourageons même ceux qui sont lauréats en termes de bonus, super bonus, à aller postuler sur des prix internationaux. Et ça s'est fait. Et en tout cas, il y a d'autres choses qui accompagnent ces prix-là. Donc, nous pensons que
Nous avons écouté suffisamment les réactions du public. Nous allons réfléchir et peut-être dans 3 ans, on va arriver. Ce qui est possible de faire pour l'entreprise de presse, c'est possible. Mais le prix du public, on ne peut pas le faire si le Congrès lui-même ne décide pas de ce qu'on puisse aller à un prix ou à des prix du public. Alors, nous avons été rejoints par mon cher confrère Éric Gorée. Bonjour. Oui, bonjour. Et félicitations. Merci. Prix Ebony sectoriel aussi. Alors, quand vous c'est sectoriel, c'est parce que c'est sponsorisé? Non, il y a 2 types de prix sectoriels. D'abord, il y a les prix sectoriels parrainés par l'Institut du secteur, FATMAT, la ACA, la ETI. Et ça, c'est soit de la meilleure interview, du meilleur reportage, de la meilleure enquête. Mais au-delà de cela, il y a des partenaires qui ont des sujets d'intérêt collectif qui aimeraient que les journalistes puissent récupérer cela. Donc, c'est à ce niveau-là que interviennent les prix sectoriels des partenaires ou des institutions qui nous accompagnent pour organiser ces prix d'excellence-là. Éric Gorée a reçu le prix... Oui, le prix de la promotion pour la lutte contre le travail des enfants. Alors, pourquoi ce choix de sujet? C'est vous qui avez eu l'idée? Vous étiez sensible à la situation de ces enfants? Oui, tout à l'heure, le vice-président de l'UNGCI vous l'a dit, on dépose 9 productions. C'est-à-dire que quand je déposais mes productions, je ne pensais pas avoir un prix de la première dame. Je pensais avoir le super. Voilà. Donc, on dépose 9 productions, voilà, en nous appuyant sur ce qui se passe dans l'actualité. Le travail des enfants, on dépose contre peut-être le désordre, les embouteillages. J'ai déposé 9 sujets et je ne pensais pas avoir un prix sectoriel. Donc on part en cherchant le prix du Super Ebony. Et comme le jury est souverain, le jury a trouvé que dans mes productions, il y avait le meilleur reportage qui sensibilisait contre le travail des enfants. Alors, pareil, j'ai posé la question à Sorosita, quelle réaction dès qu'on cite votre nom? Oui, parce que... De la joie. Oui, non seulement c'est la joie, mais je veux dire, c'est un honneur, vous êtes assis, vous n'avez aucune information avant, on ne vous a pas dit qu'on va vous appeler, vous êtes assis et parmi vous, on appelle d'autres. Et vous êtes là. Donc, quand on vous appelle, moi j'ai été appelé avant-dernier, c'est-à-dire qu'ils ont appelé les 10 premiers, les 15, les 13, donc avant-dernier, c'est-à-dire que j'étais... Vous attendez, vous n'y croyez plus là? Oui. Il avait commencé déjà à manger, à boire. Oui, non, je croyais plus parce que c'est cela. Les gens pensent que on a l'information. On n'a pas d'information. On vient comme tout le monde, on s'assoit et puis bon, on espère. Et donc la réaction après, j'imagine les proches, les confrères, la profession. Mais ce qu'il y a aussi, pourquoi c'est intéressant, on va prendre aussi le cas de Serge Coléa. Effectivement, on connaît la difficulté de ce métier. Et je pense que chacun d'entre vous pourra témoigner des difficultés qu'il a rencontrées dans ce métier, de toutes sortes. Hein. On n'est pas les mieux payés, on n'est pas les mieux lotis, on travaille dur. Et donc peut-être, est-ce que c'est ça, vous dites qu'on récompense en fait tous ces efforts que vous avez fournis? Bien sûr, parce que, comme vous l'avez souligné, c'est un métier où on travaille pratiquement tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, on est au boulot. Donc quand on reçoit un tel prix, on s'est dit quelque part que c'est peut-être cet effort-là qui est récompensé. Tous les jours, on est à la tâche, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de vie de famille, c'est un peu difficile. Beaucoup de sacrifices personnels. Beaucoup de sacrifices, mais surtout pour nous qui faisons la radio, où la radio, on sait qu'elle est toujours allumée 24 heures sur 24, donc tout le temps, il y a toujours des hommes pour animer un peu cette radio-là, donc c'est compliqué. Donc c'est toute une carrière qu'on récompense à un moment donné. Éric Gorée, est-ce que ça vous a fait oublier tous
toutes les difficultés que vous avez rencontrées quand vous recevez ce prix. Vous Oui, dites parce que vous n'avez pas fait ça pour rien? Oui, parce que Fatim, quand vous m'appelez chaque fois, c'est pour me parler de test. Il y a un test, mais cette fois, vous m'avez appelé pour me féliciter. Oui. Voilà. Donc, pour vous dire que c'est un honneur pour les proches, au-delà des professionnels, il y a la famille. Moi, très bientôt, il y a chez moi, à Daloa, les gens veulent célébrer ce prix. Donc, c'est un honneur, en fait. C'est un honneur. Ouais. Mais oui, et surtout qu'on se côtoie, on se connaît tous et on sait les difficultés que les gens de l'extérieur ne voient pas. Les gens sont debout très tôt. Ouais. Et la radio, comme la presse écrite, je trouve, souffre on va dire, d'une réputation que n'a pas la télévision. Tout le monde veut passer à la télévision, tout le monde veut être journaliste à la télévision, alors qu'il y a des talents à la radio, dans la presse écrite, qui sont, peut-être parce qu'ils ne sont pas visibles. Mais tout dépend de ce qu'on recherche. Vous prenez, on a dit, le prix Noël Isseboni. Noël Isseboni, c'est rare qu'il passait à la télévision. Mais ces articles, en tout cas, s'imposaient la reconnaissance. À telle enseigne que je dis que même le président vous fait chercher à demander qui est l'auteur de cet article-là. Donc, à ce niveau-là, il y a une remise en cause perpétuelle au niveau de notre métier. Il n'est pas le journaliste qui veut. Parce qu'il faut d'abord se former. D'abord à l'origine. Ensuite, chaque jour, il faut s'informer. Et se former pour pouvoir bien informer les auditeurs, les lecteurs et les téléspectateurs. Et aujourd'hui, il y a une concurrence assez farouche des réseaux sociaux et des gens qui n'ont pas reçu de formation qui se permettent de faire le métier à notre place. Et à ce niveau-là, ça devient encore plus difficile à pouvoir... Donc, à ce niveau-là, nous devons faire de telle sorte que le public qui est notre, disons, employeur, c'est-à-dire qu'il y a un employeur, c'est-à-dire qu'il y a l'agent, mais le public est notre employeur. Et c'est ce public-là qui peut nous défendre même quand on a des problèmes avec nos employeurs. Donc le public là nous intéresse, mais quand ils doivent décerner un prix, on leur donne pas la crédibilité qu'ils devraient avoir. Mais passons. Mais vous pouvez trouver un journaliste qui passe, même un présentateur, ça s'appelle même la radio, qui présente un journal. Souvent même, on oublie le nom de la radio, on écoute cette émission à cause de l'animateur ou à cause du présentateur ou de la présentatrice. Donc, on lit peut-être un journal à cause d'un article signé par un journaliste. Donc, on ne sait même pas savoir s'il ment. Mais on dit celui-là, quand il écrit, il dit la vérité. Donc, à ce niveau, ça même la bonne réputation, la renommée, la compétence, mais l'expertise du journaliste fait foi de telle sorte qu'on peut solliciter le journaliste pour donner des conférences, même pour donner des cours, même à des spécialistes ou à des étudiants à travers le monde. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne avec Éric Gorée, parce que vous avez parlé d'un prix qui, je crois, c'est le prix de la Première Dame pour le travail des enfants. Oui. Vous disiez vouloir traiter d'impertinence. Je m'en excuse, c'est vrai que je n'ai pas vu ce reportage, mais je me suis demandé, très honnêtement, si son reportage critiquait, on va dire, le travail ou peut-être la Première Dame avec son association, est-ce qu'il aurait reçu ce prix ? Non, le problème, c'est que le jury est autonome. Il y a des critères, il y a une grille d'évaluation. Donc, est-ce que ce qu'il écrit, il respecte l'éthique et la déontologie ? Est-ce que c'est un article de journal ? C'est une production. C'est pas un pamphlet. Est-ce que c'est un article de journal ? On demande de faire soit une interview, soit un reportage, soit une enquête. Mais s'il fait autre chose, mais c'est qu'il ne voit pas le prix. C'est ça le problème. Maintenant, s'il met le doigt sur un problème, ce n'est pas... il ne parle pas de la Première Dame, mais il parle du travail, par exemple, des enfants. Non, mais je veux dire, la personne qui sponsorise ce prix, je prends l'exemple de la Première Dame, ça peut être une autre structure. Une personne qui sponsorise un prix ne va pas remettre un prix à quelqu'un qui le critique ou qui l'égratigne. C'est ce que je suis en train d'essayer de comprendre. Je ne sais pas ce que ça veut dire par là. Mais on dit le prix... c'est pas pour la Première Dame, c'est vrai qu'on dit prix de la Première Dame parce que c'est celle qui est la manière de ce prix. Ou du moins sa structure, c'est ce qui est la manière de ce prix. Mais il est clair qu'on parle on dit prix, le terme est clair. Prix du travail des enfants. C'est sur le travail des enfants. Donc, est-ce que son article, sa production, parle du travail des enfants ?
Or, il est clair qu'aujourd'hui, il est interdit aux enfants de travailler. Il est interdit. Donc, dès l'instant où, c'est pas la première dame. Or, la première dame, sa structure lutte contre le travail des enfants. Donc, à ce niveau-là, mais c'est vrai que souvent... Oui, mais vous le dites vous-même, il y en a encore. Donc, c'est que certainement, c'est-à-dire que leur impact est limité. C'est en ce sens-là, c'est pas critiquer pour critiquer, mais il y a forcément des choses à revoir dans le fonctionnement de toutes nos institutions, même dans la société. C'est en ça, en fait, je parle d'un équilibre. C'est-à-dire qu'il a dressé un portrait d'une situation, mais il y a des acteurs, peut-être même majeurs, politiquement, qui ont peut-être des choses à se reprocher. Est-ce qu'on peut le dire clairement? Parce que ça va être le sujet d'après, hein, la liberté d'expression. Est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce qu'on peut tout dire dans ce type de reportage? Voilà, ce que je vais d'abord noter, il faut que les auditeurs le sachent, parce que en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que les couvertures ne sont pas prises en compte. C'est-à-dire, si on me prend tout à l'heure, on dit la première dame a une activité, on parle des droits de l'enfant. Quand je vais faire cette couverture-là, quand j'envoie, le jury ne prend pas ça. D'accord. Donc, ça veut dire que ce sont des reportages que le journaliste lui-même a menés. Vous voyez un peu. Ce sont des reportages que le journaliste a menés. Et en ce qui concerne mon reportage, comme vous avez parlé de critique, effectivement, notre rôle n'est pas de dire en Côte d'Ivoire tout va bien, mais c'est de critiquer. Et le jeune c'est-à-dire le jeune qui m'a intéressé, est un jeune de 13 ans, les parents divorcés, qui se débrouillaient avec des brouettes, c'est-à-dire que le ramassage des bagages dans des marchés. Ce sont des brouettes qui sont louées par des dames. Et lui, quand il fait, le soir, il donne 1000 francs à la dame, et c'est comme ça qu'il vit. C'est-à-dire que s'il a un bénéfice plus, c'est pour lui, mais il donne 1000 francs à la dame. Et chaque fois, quand il finit son activité, il garde la brouette quelque part. Et un jour, il y a l'eau qui est coupée dans son quartier. Et il y a un grand frère qui est venu lui demander la brouette pour aller transporter ses bidons d'eau. Et ce grand frère-là n'est plus revenu à la brouette. Alors que le lendemain, il doit se rendre au marché, aller prendre les bagages et puis venir donner 1000 francs à la dame. Et la dame a constaté qu'il ne vient pas. Elle a tout fait pour le retrouver. Et dit la brouette est perdue. Malgré l'intervention des gens du quartier, la dame a emmené le petit au commissariat. Il a été déféré à la Maka, où il a passé au moins 1 an dans... Vous pouvez rappeler l'âge? Vous dites? Son âge? Il a 13 ans. Et on l'a déféré à la Maka? Oui, puisque à la Maka, il y a un centre d'observation des mineurs qui est aussi la prison. Voilà. Et malheureusement pour le petit, vous savez que quand les gens les prisonniers sont envoyés à la Maka, il y a des jeunes qui sont des délinquants, qui ont 20 ans, qui ont 25 ans, et quand ils se retrouvent devant le policier qui l'arrête, il dit j'ai 15 ans. Donc il est pris en compte à l'observation des mineurs. Et alors qu'ils sont des adultes. Voilà, ils sont adultes. Et eux, ces petits qui viennent, innocents sont leurs victimes. Donc le petit a été sodomisé par un délinquant là-bas. Donc l'histoire est très voilà, c'est tragique, c'est dramatique. Juste à ce que une ONG soit informée, parce qu'elle rendait visite de temps en temps aux prisonniers, aux pensionnaires de la Maka, surtout à ceux qui sont au centre d'observation des mineurs. Et le petit, vraiment à un moment donné, il a... d'anus qui coulait, tout ça. Oh. Donc l'ONG a dû se battre pour faire libérer ce petit et vraiment l'insérer dans la société, tout ça. Donc voilà, c'est le reportage qui nous a intéressés. Donc un reportage d'utilité publique. Bien sûr. Donc vous voyez que c'est Sorosita qui est à votre gauche. Voilà, elle-même, elle a remporté le prix l'année dernière. Avant elle, il y a eu des journées de la radio. Sekoléa, une année même, a rapporté le prix de la lutte contre les droits des enfants. On va écouter même un extrait du reportage de Sorosita parce que je crois que l'intégralité fait 15 minutes. Voilà. Malheureusement, nous n'avons que 90 minutes, donc on l'a résumé. Mais on va l'écouter parce qu'elle s'intéresse aussi aux enfants, au travail des enfants. C'est pour ça que j'étais surprise. Je me suis dit,
Pourquoi elle n'a pas reçu le prix du travail des enfants alors que c'est... Il y a la pertinence du sujet. Et puis, il faut que ce soit poignant. Parce que vous regardez, par exemple... Mais c'est poignant pour le coup. Les enfants en bord de route... Non, il n'y a plus poignant. Souvent... C'est vrai que c'est dramatique. On a vu pour le prix remporté une année en 2017 par Kone Pagasoro de la RTI. Il a passé le temps avec les enfants en conflit avec la loi. Donc, c'est d'abord le risque. Il a pris ce risque-là. Et pour comprendre et faire comprendre cela à la population, je veux dire qu'on peut parler des enfants, mais quelle est la pertinence? Si le sujet est pertinent et le rendu, et quand vous finissez de regarder, disons, ce reportage-là, c'est-à-dire vous-même, ça vous touche et vous avez envie de faire quelque chose pour que les choses changent. Et c'est ça le prix Noël Isseboni. Voilà. Parce que quand vous regardez son reportage, vous avez envie de faire quelque chose. Et vous voulez peut-être même veiller sur vos enfants, parce que l'enfant, c'est l'adulte de demain. Vous voulez veiller sur vos enfants et aussi veiller sur les enfants des autres, parce que vous dites que eux là, ils sont fragiles, ils ont besoin d'être protégés, ils ont besoin d'être aidés. Voilà un peu. Alors, moi, je propose qu'on écoute le reportage de Soro Sitar, du moins l'extrait de 2 minutes. Merci. Et après, je vais vous présenter les invités qui nous ont rejoints en cours de route. Écoutons ça. Il y a Sucrerie, venez voir. 500. On revient. Il y a Sucrerie, venez voir. 500. Il y a Sucrerie, venez voir. 500. Cette voix est celle d'une petite fille de 11 ans. Vêtue d'une robe sale dont on devine difficilement la couleur, un foulard noué sur la tête, Fanta Soumaoro vend des canettes de soda au corridor de Jesco de Yopougon. À l'avoir appelé les clients, il est difficile de résister à sa marchandise. On est tenté d'en acheter même quand on n'en a pas besoin. Chaque fois qu'une voiture s'arrête à ce corridor, Fanta et d'autres gamins de son âge vont proposer leurs marchandises aux occupants. Un vendredi du mois de septembre, un véhicule de type 4x4 s'est arrêté pour descendre un passager. Le conducteur a baissé la vitre. Au volant, on aperçoit un homme. Les fillettes s'empressent de lui tendre leur article. L'automobiliste, avec un large sourire, engage la conversation. Délo, qui va Délo? Non, mais actuellement, il prend l'eau d'abord. Hein. Non, mais va prendre l'eau là. Oui, il va prendre 50. Bon, moi, je prends 500 à monnaie. Je prends la pêche salée qui sont 2 à 500. Ouais, moi, c'est l'eau, il veut l'eau bien glacée. Non, il n'y a pas monnaie. Là, ça va où? Chacun se bat pour être le premier à proposer sa marchandise, que cela soit du papier lotus, de l'eau minérale ou du pain. Comme Fanta, la plupart des mineurs qui se faufilent à longueur de journée entre les véhicules ont entre 8 et 13 ans. Ils commencent très jeunes à accomplir des tâches réservées aux grandes personnes. À Cocody, nous rencontrions Eulalie 9 ans. Chaque jour, elle se lève très tôt le matin à Bobo pour rejoindre à pied son lieu de commerce aux 2 plateaux en passant par le zoo. Avant de venir, elle n'oublie pas de faire sa prière. La petite fille, dans un français approximatif, soutient qu'elle peut faire un gain de 2500 par jour. L'eau et puis là dans le vent on vient matin jusqu'à là à 20h ça je vends pommes et l'eau et pesque les pommes je vends 3 à 500 600 000 francs puis pesque je vends 1 à 500 l'eau je vends ça à 600 à midi je mange chef maman paye plat de 500 moi puis elle en mange. Quand j'arrive le soir à la maison, je suis fatiguée. Je me lave et je me couche et puis je dors. Quand les cas viennent, on se rend derrière le cas et puis on vend le cas. Je dis il y a pesque, il y a pomme, il y a de l'eau. Souvent on monte dans les cas pour proposer les marchandises.
quand le cas arrive là, comme toi on t'appelait là, quand tu danses servir là, quelqu'un vient te pousser pour servir à ta place. Moi, même ami en haut pour servir. Le commerce est certes rentable, mais combien pénible pour un enfant de cet âge? Lorsque vous arrivez au corridor de Yopougon-Jesco, vous êtes frappé par la multitude d'enfants qui y vendent. En Côte d'Ivoire, selon l'enquête nationale sur la situation de l'emploi des enfants réalisée avec le soutien du Bureau international du travail BIT, 28%, soit 2 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans des activités économiques. Environ 20% des enfants âgés de 5 à 17 ans sont impliqués dans le travail des enfants, dont les 3/4 ont moins de 14 ans. Les secteurs les plus touchés par le travail des enfants sont l'agriculture avec 54% et les services avec 35%. Alors nous venons d'écouter à l'instant un extrait du reportage de Sorosita qui va nous en dire un peu plus. Pourquoi ce choix et comment vous avez travaillé pour réaliser ce reportage? Bon, il faut dire que c'est un fait de société que j'ai dénoncé dans ce reportage. On a tous l'habitude d'emprunter la voie de Jesco pour ceux qui voyagent le plus souvent. Et ces enfants sont visibles sur cette voie-là, notamment à Jesco. On les voit des mineurs en train de vendre, en train de faire du commerce. Ils sont mineurs, ils sont petits et avec la marchandise, soit du papier lotus, du pain ou souvent même des sodas. Et ces enfants-là sont là toute la journée en train de courir entre les camions qui passent, les voitures personnelles, proposer leurs marchandises. Alors moi, c'était un fait qui a attiré mon attention. Vous étiez choqué? Et j'étais un peu choqué parce que j'ai l'habitude d'emprunter un peu cette voie et j'ai voulu aussi leur consacrer un peu une journée pour voir dans quelles conditions ces enfants-là se sont retrouvés là en train de vendre. Oui, parce qu'on apprend, la petite qui nous dit qu'elle rentre à 20h chez elle n'a même pas 10 ans. Elle dort, elle mange, elle se lave, elle se couche et puis elle revient le lendemain matin. Et c'est tous les jours comme ça. Et c'est avec, on peut dire la complicité des parents, parce que les parents sont à côté. Oui. Ils viennent vendre avec leurs parents là sur ce boulevard-là. Et vous pensez que le fait d'avoir dénoncé cette situation va apporter quelque chose peut-être à la société, aux pouvoirs publics? On l'espère. Le travail du journaliste, c'est un peu ça. C'est pas forcément d'attendre peut-être une réponse, mais c'est d'attirer aussi l'attention de tout le monde, les décideurs, la société, mais en général. Et on espère que quand les gens écoutent, mais les gens lisent le reportage, ça peut peut-être, on a des ONG de défense des droits des enfants, on a aussi la première dame comme le vice-président de l'ONG l'a souligné, on a même aussi peut-être le chef de l'État aussi qui suit aussi la presse, ça peut aussi l'interpeller et également peut-être prendre une mesure, une décision pour mettre fin un peu au phénomène. En tout cas, c'est votre objectif. C'est l'objectif qui est toujours visé par le journaliste, même si parfois la réponse ne vient pas immédiatement, mais notre rôle c'est de dénoncer. On va parler aussi de notre rôle en plus. Alors, j'aimerais qu'on prenne, tenez, Jérôme Kouakou qui est avec nous, qui a été Ebony 2015. Super Ebony. Super Ebony et qui a cumulé plusieurs prix. J'aimerais savoir, depuis 2015, qu'est-ce que tous ces prix ont changé dans votre vie? Bonjour Fatim, bonjour à nos auditeurs. Avant 2015, j'étais en service à Ama en tant que correspondant de Radio Côte d'Ivoire. J'ai commencé ici à Abidjan et puis il est arrivé qu'on avait besoin d'ouvrir un poste à l'Ouest. J'avais été proposé, j'ai accepté de partir. C'était un challenge pour moi. Et puis, en arrivant à l'Ouest, je n'ai pas voulu me reposer. J'ai voulu vraiment faire découvrir toutes les facettes de l'Ouest avec toutes les questions sensibles qu'il y avait. Vous savez que quand vous êtes à Ama, vous êtes à un pas de la frontière et de la Guinée et du Libéria. Donc, j'ai sorti pas mal de choses. J'ai dû faire des voyages à moto pour aller dans des zones très, très lointaines. Je suis allé jusqu'au Mont Péco, qui était à l'époque une zone sensible. C'était des questions comme ça qu'on a touchées. Mais au départ, en le faisant, peut-être qu'aujourd'hui, les gens y pensent, quand l'année commence, ils arrêtent des productions pour dire « oui, je vais compétir à Ebony ». Moi, je l'ai fait sans penser à Ebony. J'ai vraiment produit parce que je me suis dit, en étant à l'Ouest, il faut faire ce travail-là. Et puis bon, le prix est arrivé par la suite. Qu'est-ce que ça a changé? Je pense que c'est sans forcément... Je pense que ça a accéléré beaucoup de choses. Dans votre carrière? Oui, je suis venu à Abidjan. Je suis devenu chef de service par la suite. Peut-être que je ne l'avais pas devenu aussitôt. Il fallait attendre, même si on sentait en vous quelques qualités. Mais le prix vient accélérer les choses. Ça vient forcément, quelquefois, forcer la main à vos responsables qui se sentent obligés de vous mettre à un poste. Donc, je suis devenu chef de service. Sorosita, Eric Goré, on attend vos futures nominations. Continue à bon entendeur. Donc, il y a ça. Vous gagnez en responsabilité.
parce que désormais, vous devenez comme une sorte de miroir, les gens vous regardent, donc vous avez une certaine responsabilité. L'autre côté, c'est qu'il y a un peu plus de respect. Avant, peut-être qu'on ne vous regardait pas, avant, on passait sans vous voir, mais là, on vous voit forcément, donc ça vous oblige d'ailleurs à vous ranger, à être un modèle pour les autres. Et puis, quoi d'autre? Je pense qu'après le prix Ebony, j'ai dû faire beaucoup de voyages. C'est vrai que tous ces voyages n'étaient pas dû forcément à Ebony parce que j'avais eu aussi un prix avec la Banque mondiale et puis aussi avec le CICR. Donc, j'ai fait la Chine, j'ai fait la France. Ah, mais Jérôme Kouakou est un cumulard des prix. Bon, c'est arrivé Félicitations. À force de travailler. Donc, on a dû parcourir tous ces pays-là. Ça m'a fait découvrir d'autres horizons. Donc, forcément, le prix Ebony, oui, ça change. Mais je venais au travail peut-être avec les Woro et tout ça. Ben, j'ai mon véhicule maintenant. Grâce à Ebony. Voilà. Ah, donc vous aussi, pendant un an, vous avez eu, parce que ça aussi, c'est drôle, quand je vois mes confrères dans la cour de la RTI, quand ils ont le véhicule, il y a écrit Super Ebony et l'année. Donc, vous aussi, pendant un an, vous avez eu cette affiche sur votre véhicule. Oui, vous tournez avec ça. Dans tout Abidjan. Tout Abidjan, on vous regarde. Vous n'avez pas le choix. Ça s'impose à vous. Mais il garde le véhicule après. Oui, mais il manquerait plus que ça. Ah ouais, si. Et puis une fois que le mandat est fini, on enlève tout ça et vous avez le véhicule pour vous. Et financièrement, ils ont donné une somme d'argent qui vous a aidé? Oui, importante aussi. C'est vrai? Ouais. Vous n'avez pas eu les terrains de Serge Coléa? Oui, si, j'ai un terrain et on travaille là-dessus. Bon, donc c'est que du positif pour vous pour l'instant, depuis Absolument. 2015? Le prix Ebony, c'est l'un des meilleurs prix en Côte d'Ivoire. Quoi qu'on dise, ça change forcément la vie de ceux qui obtiennent ce prix, forcément. Ah ben donc on va tous y songer maintenant. Oui, parce que même sa femme peut-être le regarde autrement. Bon, allez, le regarde autrement. On va tous rentrer dans la danse Ebony 2020. Nous sommes aussi avec Kouakou Ayoua, prix Ebony en économie, journaliste de Génération Nouvelle, la presse écrite. Félicitations, bonjour et merci de nous rejoindre. Bonjour Fatim, merci de me recevoir. Alors dites-nous quel article vous a permis de gagner ce prix. Vous parliez de quoi? Dans mon cas, je ne sais pas savoir exactement quel type d'article mais j'ai produit j'ai donné 9 productions comme les autres. Mais on ne nous dit pas. On vous dit pas exactement. Moi, je suis meilleur journaliste en économie. D'accord. On ne dit pas c'est tel article en économie qui a fait que vous avez gagné. Mais bon. Ce sont vos productions en général, la qualité des productions. Oui, c'est 9 productions, 3 interviews, 3 reportages. Et c'est la première fois que vous non, j'ai été nominé en 2016, 2017. Encore un habitué. Encore un habitué. Moi, chaque année, pour moi, j'aime traiter les grands gens, donc j'ai la chance d'avoir été nominé plusieurs fois. Pour moi, c'est comme il a dit, lorsqu'on voit un sujet que ça vous tape à l'œil, il faut le traiter, et pas forcément peut-être pour attendre un prix, mais parce que c'est notre travail. Et notre travail en tant que journaliste, c'est d'écrire sur des sujets qui interpellent afin de pouvoir changer notre environnement. Et vous aussi, qu'est-ce que ça a apporté ces prix Oui, lorsqu'on est... on a un responsable qui nous disait souvent, quel que soit le lieu où vous êtes, faites en sorte que vous soyez remarqué positivement. Donc, lorsque vous êtes dans un travail, le travail de journaliste est important. Il faut que votre nom, on retienne votre nom, d'une manière ou d'une autre. Vous avez été vice-président de l'UNCI, vous avez été Boni, vous êtes un grand animateur sans forcément un prix. Oui. Sans forcément un prix, mais en tout cas, il faut bien faire son travail pour que le nom reste dans les annales. Et puis voilà. Donc c'est d'abord l'objectif. Surtout que oui, en presse écrite, peut-être par rapport encore à la télévision, on peut mettre un visage sur un nom, alors que vous, c'est la signature, c'est la plume et on retient les mots, mais on ne peut pas vous identifier. Tout à fait. Donc ça a été une vitrine pour vous aussi? Et votre média et votre journal aussi a été à travers vous récompensé? Bien sûr, moi on est d'abord de Nord-Sud. J'ai commencé à avoir les prix à partir de Nord-Sud. Bon, Nord-Sud était un média vraiment connu pour ses grands gens. Et par la suite, nous avons maintenu le cap. Et puis, je pense que ça m'a permis d'avoir ce prix et puis d'autres prix. J'ai concouru ailleurs aussi. Est-ce que, comme notre confrère Jérôme Kouakou, vous avez été promu après ce prix? Moi, j'ai été toujours chef de service éco depuis que je travaille. Ah, bon, vous l'étiez déjà. Voilà, moi, chef donc de service économique. Donc lui, c'est quoi, chef de département, DG? Donc, la presse écrite, c'est pas, les nominations ne sont pas comme
Peut-être, voilà, vous, vous êtes chef de service économie, et évidemment que si vous êtes à Fratmat, que vous êtes Ebony, on ne va pas vous nommer DG pour cela. En plus, ils sont tellement nombreux que non, ça mais vous a Je peux me donner l'exemple de Babi Semian, qui était journaliste à Le Jour à l'époque, et après avoir écrit sur le problème des enfants, aujourd'hui, il se retrouve à l'UNICEF. Vous voyez, donc il y a des confrères qui ont eu des prix sectoriels, qui ont été soit retrouvés dans les institutions. Ils ont été débauchés après grâce à leur travail. Oui, soit vous débauchez, soit il y a des institutions qui vous donnent les moyens pour pouvoir faire d'autres productions, pour pouvoir mettre le doigt sur un sujet précis. Mais nous, on prend le relais au niveau du bureau exécutif, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du gouvernement et des institutions qui nous accompagnent pour prendre le relais. De telle sorte qu'un sujet, par exemple sur les droits des enfants, on le dépose au niveau de l'Assemblée nationale pour que les gens prennent des décisions, votent des lois. Mais c'est des choses qui sont faites peut-être dans l'ombre, on ne voit pas cela, mais il y a eu des influences positives sur le travail non seulement des journalistes, mais aussi ça donne de la matière aux ONG, ça donne de la matière aux députés, ça donne de la matière même au gouvernement pour pouvoir changer les choses au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, le Super Prix Ebony 2019 nous a rejoint. Serge Koléa qui, on va dire, a fait un braquage des prix lors de la cérémonie, mais qu'on reconnaît tous, hautement mérité. Mes félicitations. Merci Fatim, merci. Alors, comment ça va? Comment on vit tout ça? Cette consécration de l'excellence. 2 semaines plus tard, on a la tête sur les épaules. On essaie de faire comme nos prédécesseurs, être humble et puis rester toujours soi-même. Et puis faire en sorte d'être ce modèle-là qui peut inspirer d'autres jeunes, d'autres confrères qui, l'année prochaine, s'apprêtent donc à être parmi les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire. Alors, ce qui est intéressant, comme je le disais, parce que dans ce métier, il y a les hommes de l'ombre, il y a ceux qui sont en avant parce que soit ils présentent des émissions ou le journal, mais il y a tous ces reporters, quand vous suivez le journal de 20h, tous ces gens qui font des reportages dont on n'entend que le nom ou qu'on le lit en commentaire en petit et qui portent finalement ce journal parce que ce sont leurs reportages qui l'animent. Et effectivement, ça fait plaisir de voir que des journalistes, nous sommes tous égaux face à ce prix, peu importe quelle soit ta place dans le média. Et c'est vrai que ça fait plaisir de récompenser justement ceux qui ne sont pas aussi visibles que d'autres. Donc, vous le prenez comment? Et puis surtout, on a tous eu des parcours compliqués. Donc, c'est la consécration de quoi? Non, on ne dira pas la consécration, on dira, comme je l'ai dit tantôt... La reconnaissance d'un travail abattu. Reconnaissance d'un travail abattu, c'est un pas important. Donc, on a encore du chemin à faire dans le métier. Il y a beaucoup d'autres choses à apprendre. Il y a beaucoup d'autres défis à relever. Donc, on ne dira pas que c'est une consécration, mais c'est une reconnaissance. Au-delà de ça, ce que vous dites, c'est important. Beaucoup de journalistes sont dans l'ombre. Beaucoup de journalistes n'existent que par leur signature. Ils ne sont pas forcément à l'antenne. Et il y en a qui sont dans la presse écrite, qui n'existent que par leur plume. Voilà. Ces occasions-là, Ebony et bien d'autres occasions, donnent vraiment l'opportunité à ces journalistes de se révéler au grand jour, d'amener le public, les auditeurs, les téléspectateurs à savoir que derrière, il y a de la matière, il y a du boulot qui est abattu, il y a des gens qui sont sur le terrain pour que des journaux se vendent, pour que des éditions se fassent. Donc, c'est important. Ailleurs, on a pu le constater dans d'autres médias. Quand on fait la promotion du média, on met en avant souvent ceux qui sont en retrait. On a des médias internationaux qui ont placardé de grandes affiches à Abidjan, où on a des reporters qui sont donc bien visibles. C'est un peu dommage. Dans notre maison, on met très souvent en avant ceux qui sont à l'antenne 365 jours sur 365 jours. On ne fait pas l'effort de mettre à l'antenne ceux qui sont sur le terrain. Je pense qu'il faut le faire. Quand au début de l'année, on met autour de la maison RTI, on placade les images de ceux qui font la maison en termes d'images. Il faut faire aussi en sorte de promouvoir une ou deux de ces techniciens, de ces journalistes terrain qui véritablement travaillent. Eh bien, en parlant de la table de l'émission, je leur disais, pourquoi pas avoir un prix pour les techniciens? Quand on fait une production, il y a des cadreurs, il y a nous sommes plusieurs et c'est vrai que c'est souvent le présentateur qui est mis en avant et qui est la vedette. Mais en même temps,
quand l'émission est critiquée, c'est le présentateur qui s'en prend plein. Voilà, donc il y a aussi les avantages et inconvénients. Les auditeurs nous disent sur les réseaux sociaux, ils ont raison. J'ai dit qu'on allait parler du prix Ebony, mais aussi de notre métier. Ils me reprochent là de ne pas parler de notre métier, effectivement, qui est souvent critiqué. Alors déjà, est-ce que vous pensez, je vais tous vous laisser répondre, est-ce que vous pensez qu'on peut tout dire? Déjà, cher Scoléa, quelle est votre vision du métier de journalisme? La liberté d'expression, vous y croyez? Est-ce que vous-même, vous avez été censuré dans des reportages, dans nos maisons différentes? Parlons franchement. Est-ce qu'on a déjà subi la censure à titre personnel? Il y a l'autocensure et la censure, deux choses différentes. Oui. Je crois qu'il y a beaucoup plus d'autocensure. Il y a beaucoup de journalistes qui eux-mêmes se refusent à attaquer certains sujets. Ils se mettent à la place de leurs responsables. Ils se disent non, je ne fais pas ça parce que non, il y a des sujets qu'on a fait qui sont passés tranquillement comme lettre à la poste, pourvu qu'on équilibre, pourvu qu'on ne soit pas... On manque de courage? Il y a un peu ça. Il y a des sujets à la rédaction, par exemple, chez nous, à RTI 1, mais il y a toute une équipe de visionnage. Il y a donc le rédacteur en chef, il y a les chefs d'édition qui sont là. Donc, quand votre sujet, il peut donner dans le sensationnel, mais quand c'est comme ça, on peut le retirer. Ou bien, quand le sujet est bien fait, il est bien équilibré, les propos ne sont pas... n'incite pas à la haine, à la violence et tout ça. Quand c'est comme ça, voilà, on peut faire l'effort de produire et puis, bon, les chefs jugeront. Ils peuvent dire que, voilà, c'est pas bon, mais généralement, le journaliste doit prendre quelques risques. On a dit liberté d'expression, on n'a pas dit une liberté folle. Il y a aussi la ligne éditoriale qu'il faut respecter. Oui, parce qu'il faut être responsable des propos qu'on tient. Tout à fait, oui. On peut, comme vous dites, attiser des... on a vu des pays partir dans des guerres civiles à cause des médias. Tout à fait, parce que... De fausses informations. On est journaliste, mais on marche aussi sur une éthique, une déontologie, des règles du métier. Donc, il y a des incitations punitives au niveau même de la loi sur la presse. Il y a des choses qu'il faut éviter. La loi vous dit, il y a des choses qu'il faut éviter. N'incitez pas à la haine, n'incitez pas à la violence, n'incitez pas à tout ce qui peut contribuer à détériorer le climat social. Donc, on le fait en toute responsabilité, notre boulot. Même dans l'armée, ce ne sont pas tous les soldats qui vont au front. Vous pouvez trouver des médecins, donc vous pouvez trouver des journalistes qui soignent, et des journalistes qui chantent. C'est-à-dire que par leur production, qui permet de... Non seulement, on éduque, on informe, mais pour distraire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on va avoir tous les journalistes qui sont engagés, mais quand même tu écris pour parler d'un problème d'enfant, mais c'est une production engagée. Mais souvent, on veut qu'on critique un pouvoir en place ou qu'on critique l'opposition, comme on dit c'est un journaliste engagé. Non. Le fait même de faire le choix, l'an qu'on choisit déjà, c'est un engagement. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a la clause de conscience. C'est vrai. Mais chaque entreprise de presse ou chaque journal a une ligne éditoriale. Soit on adhère à la ligne éditoriale. La question, c'est d'abord la question de la ligne éditoriale. Et les gens pensent qu'ils veulent penser à notre place. Et on ne peut pas faire les choses comme les journalistes citoyens qui sont sur les réseaux sociaux. Nous sommes des journalistes, il y a une clause de conscience. Quand vous écrivez, ce que vous écrivez, ça peut entraîner la guerre dans un pays. Si au niveau de Béomi, il y a des conflits interethniques, et si on n'est pas capable de pouvoir faire le discernement et de savoir doser même dans le papier, il est clair qu'on peut même envenimer la situation et on devient des gens qui... Je voulais dire un mot, Fatim. Je voulais dire que le journaliste n'est pas un justicier. Lorsque vous écrivez, toutes les règles sont les mêmes. Qu'on soit, souvent on a l'habitude de dire que je suis d'un journal de l'opposition. Non, il n'y a pas. Le journaliste n'est ni de l'opposition ni du pouvoir. C'est les mêmes règles que nous devons appliquer. C'est vrai que pour certains articles d'opinion, on prend certaines positions. Mais lorsque nous faisons un reportage, nous adoptons les mêmes règles, aussi bien dans tel ou tel journal. Si je décide de faire un reportage sur les enfants en conflit avec la loi, je cherche à savoir d'où est venu le phénomène, comment ils sont, et qui est derrière peut-être, comment ils agressent. Et je donne la parole à l'État de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que l'État fait pour sortir ses enfants? Donc quand j'ai fini de faire ça, personne ne m'en voudra. Est-ce que vous voyez? Mais si tout de suite je prends position pour dire bon, ces enfants en conflit avec la loi sont là alors qu'on ne fait rien, en ce moment-là, je ne fais pas un reportage. Donc, notre rôle, c'est de poser un problème
de donner la parole à toutes les parties et de laisser l'opinion juger. Nous ne sommes pas un justicier où nous prenons un article pour prendre position, pour dire que tel ou tel a raison. Voilà. Oui, mais des fois, il faut dénoncer aussi des situations. Oui, c'est sûr, j'ai dit, il y a des articles d'opinion. Mais lorsque nous faisons un grand genre, lorsque nous faisons un reportage, lorsque nous faisons une enquête, il n'y a pas d'opinion. Nous cherchons à traiter, nous collons aux faits et nous cherchons à traiter de sorte à ne pas, comme on l'a dit, en respectant les règles du métier. Et les règles du métier, c'est de ne pas inciter à la haine, c'est de ne pas provoquer des troubles, etc., etc. C'est de respecter, donner la parole à toutes les parties. Alors, Fatim, je pense qu'il est arrivé des périodes dans ce pays où on a demandé aux journalistes de désarmer leurs plumes. Désarmer vos plumes. Cela veut dire simplement qu'il est arrivé des moments où des journalistes ont eu des positions qui étaient tellement tranchées qu'ils devraient revoir forcément les règles du métier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est le cas en Côte d'Ivoire, très souvent, des journalistes se confondent à des militants. On ne sait plus s'il est journaliste ou s'il est militant. C'est là justement qu'il y a problème. Et je crois que quand on se retrouve très souvent, on se parle pour dire tu es militant ou tu es journaliste. Il ne faut pas confondre. Oui, mais une question. Il faut être journaliste. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de savoir que quand on a Ebony, c'est qu'on n'est pas tombé dans ce jeu-là, parce qu'on aura produit des grands gens. Et les grands gens ne s'intéressent pas aux questions de telle politique, l'opposition a dit ceci au pouvoir. Mais moi, ce n'est pas ce qui donne Ebony. Excusez-moi, moi aussi, je pense qu'il y a peut-être une certaine hypocrisie quand même dans notre métier. Sorosita le disait tout à l'heure, je suis dans le même cas qu'elle. Aucune formation journalistique. Donc c'est vrai que je ne connais pas les règles de déontologie qu'on enseigne pendant les études journalistiques. Mais sachez que j'ai souvent vu en tant que téléspectatrice, auditrice, électrice, je voyais des journalistes dire « Non, nous sommes objectifs ». Ce n'est pas possible, messieurs et madame. Nous sommes des êtres humains, des individus avant d'être des journalistes. Je suis une femme, vous êtes un homme. Vous êtes né dans tel pays, dans tel endroit. Nous avons des différences. Nous avons nos familles. Nous vivons en société. Nous sommes imprégnés de cette société par notre éducation partout. Donc moi, quand je prends le micro, Fatim Djedje, je ne suis pas neutre. Je ne suis pas un bout de bois. Je viens avec forcément un passif, un vécu. Non, je n'y Fatim, crois pas à cette objectivité. Je suis d'accord avec toi, mais il faut faire attention. Tu es objectif. Être objectif ne veut pas dire qu'on n'a pas de position. Nous avons une position. Nous sommes d'abord un citoyen. Est-ce que vous voyez? Mais on est objectif lorsqu'on traite un sujet. Ça veut dire qu'on donne la parole à toutes les parties. Est-ce que vous voyez? Oui, ça être impartial, on est d'accord. Oui, on donne la parole à toutes les parties. On ne peut pas être objectif, mais on peut être impartial. On est aussi objectif parce que... On vient avec un vécu... Tout ce qu'on fait est subjectif, même quand vous choisissez les sujets dans les émissions. Pourquoi c'est le choisi? La hiérarchie du sujet. Pourquoi parler de ça en premier? Tout est objectif. On fait des choix. Tout est choix. Ce qu'on demande, c'est d'être honnête. C'est-à-dire, si vous allez interroger Jérôme Kouakou, ce que Jérôme Kouakou a dit là, il ne faut pas déformer l'information. C'est ça. Oui. Maintenant, le choix du sujet même, là, il est subjectif. Mais comment vous traitez le sujet? Et puis, vous pouvez dénoncer, ne pas dire insulter. Non, quand on prend le prix qui a été remporté par Eric, mais il a dénoncé, mais sans pourtant insulter. Quand vous finissez de regarder sa production, quand vous finissez de lire une production où pour Sorosita, lui, il avait remporté aussi un prix sur la lutte contre le travail des enfants. C'est je ne sais pas à quelle année. Mais quand vous finissez de regarder cela, mais c'est une manière de dénoncer. Mais sans prendre de parti. Sans donne la parole à toutes les... Mais la prise de position, même, c'est sans, déjà même dans le traitement du sujet. Quand vous parlez du sujet, au lieu de parler de nos sujets, vous traitez ce sujet, c'est-à-dire que vous prenez position, mais sans donner vos positions de façon officielle. Alors attendez, on a un auditeur en ligne qui veut vous poser des questions. Monsieur Baémé de Toulpeux. Désolé pour la prononciation. On vous écoute. Bonjour. Bonjour. On vous écoute, monsieur. Oui, allô? Oui, nous vous écoutons. Numéro? Comment? Numéro? Allô? Bon, on laisse gérer la régie les problèmes techniques. Continuons, le débat s'échauffe.
Allez-y. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé de l'autocensure. Voilà, moi, je vais revenir sur l'autocensure. Et vous insistez sur le fait que le public a un mot à dire donc, dans le jugement donc, des journalistes. Je pense que concernant le public, le public regarde avec l'œil de celui qui est émotif, l'œil de celui qui est... Parce que le public va dire, par exemple, quand on va dire c'est Diarra Souba qui est en train de faire ce reportage, ça c'est un RDR. C'est-à-dire qu'il ne se concentre même plus sur le sujet. Quand on va dire c'est tant, c'est un BT. Alors que quand ce sont des professionnels qui jugent eux-mêmes leurs amis, moi, je pense qu'il y a la crédibilité. C'est vrai qu'on peut permettre au public, peut-être d'un petit pourcentage, de donner leur point de vue par rapport au jugement ou à la critique. Vous pensez que leur jugement est biaisé nous concernant ? Que le critique ne sera pas objectif, parce que le public, il y a des gens, tu vas croiser dans la ville, il va te dire, je ne regarde pas la RTI. Alors, non, mais est-ce que c'est pas de notre faute, monsieur? Il va te dire, je ne lis pas Patriote. Parce que Patriote. Donc, Éric Gorée, est-ce que ce n'est pas de notre faute? C'est la question qu'on doit se poser. Ce que je voulais dire, Éric, s'il te plaît, ce que je voulais dire, c'est que le journaliste ne cherche pas à faire l'unanimité. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est un problème qui traite. Quand vous traitez un problème, évidemment, il y a d'autres qui vont manifester une joie, il y a d'autres qui vont contester. Ça, c'est pas... Ce qu'on recherche, est-ce que nous l'avons fait correctement? Oui. Non, mais ce qui est intéressant, c'est a priori. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que ce n'est pas notre faute? Déjà, il y a une situation qui nous échappe. La libéralisation du paysage audiovisuel est récente, mais on a attendu. C'est inadmissible que dans un État, il n'y ait qu'une seule chaîne. On peut dire qu'il y a RTI 1, RTI 2, mais c'est le même groupe. Il n'y a qu'une seule chaîne. À part la Corée du Nord, il n'y a pas d'autres exemples. J'ai cherché. Donc, la pluralité, c'est normal que les gens s'interrogent sur ce qu'on leur propose. Il n'y a pas de pluralité. Il y en a une dans la presse écrite, il y en a une au niveau des radios. Mais est-ce que la télévision est représentée? Il y a une ligne éditoriale. La ligne éditoriale ne nous impose pas de devenir... C'est une chaîne quand même gouvernementale. Il y a ces réalités. Fatim, moi, je donne une information. Est-ce que vous savez que la RTI est rentrée en concurrence depuis 2000? Voilà. Parce qu'il y a des gens, sinon la plupart des populations regardent d'autres chaînes. TV5. Donc, depuis, la RTI est en concurrence. Quand on parle de concurrence, je ne sais pas de quoi on parle, mais... Avec des chaînes ivoiriennes. Oui, mais des chaînes ivoiriennes. Vous savez que la plupart des gens sont plus intéressés à des sujets qui intéressent d'autres pays que eux-mêmes leur pays. Donc, je ne pense pas. Ils nous le demandent régulièrement. Ils souffrent de ne pas avoir de débats contradictoires. C'est ce que demande la population. Oui, mais quand ils vont sur France 24 pour suivre des débats contradictoires qui concernent d'autres pays, là, on n'en parle pas. Bon, ça, c'est peut-être parce que nos responsables politiques vont sur RFI et France 24 et qu'ils ne viennent pas dans nos émissions. Ils vont combien de fois? Donc, il y a quelqu'un en ligne. Attendez, comme les personnes des Penseurs Unités, je prends la personne et on poursuit le débat. Monsieur Daouda Kourouma de Zodan. C'est bien cela, c'est M. Daouda Kourouma depuis le quartier Magma la Jambe. Bonjour monsieur, nous vous écoutons. Au fait, d'abord, je vous remercie de cette émission. Moi aussi, j'ai une question à vous poser. Chaque fois, on entend dire que c'est les journalistes qui ont eu les produits. Et pourquoi les fameux techniciens qui sont matin, midi, soir, sur la machine, on n'a jamais parlé d'eux. On a toujours reçu leur bonus. Et si certains auditeurs qui n'ont jamais leur bonus, c'est uniquement tous les journalistes. Moi, je m'attends aux préoccupations. Je vous remercie. Excellente émission à vous. Si la population des gens, je vous dis merci et bonne émission. Oui. Alors, merci pour votre intervention. On en a parlé au début de l'émission. Mais le problème, c'est quoi? Récompenser les techniciens, on a dit d'abord, c'est le Congrès qui le fait. Mais dans le contexte actuel, on s'arrange pour récompenser, disons, les entreprises qui portent les ébonies ou les super ébonies. Et on le fait. Ça, vraiment, il n'y a pas de problème. Mais on prend encore les remarques et nous pensons que dans 2 ou 3 ans, nous allons intégrer cela parce qu'il faut aussi innover pour que vraiment les techniciens, ceux qui gravitent autour de ce métier-là, se sentent concernés par ces prix. En ce moment-là, on va élargir aussi l'adhésion au niveau de l'UNC parce que tant qu'on dit que ce sont les journalistes qui sont membres, c'est difficile, à moins qu'on puisse faire... Alors vous allez changer votre nom alors, parce que là vous êtes à l'association des journalistes. Non, à l'époque, l'UNCI prenait tout le monde. Hein.
à sa création au début 91 pardon, il y avait même on appelait les assimilés. C'est à un congrès de Bassam qu'il y a eu une scission pour dire bon, à partir de cette date-là, les journalistes seront seuls membres des choses. Parce que c'était fait sur la base, vous prenez même la fiche que la Fédération internationale des journalistes, il y a les techniciens qui sont membres. Bon, à ce niveau-là, mais le Congrès a décidé de faire sortir les assimilés, pour ne pas dire les professeurs de la communication de l'Union. Voilà. On prend M. Kwame Simon de Boisflé. Oui, bonjour papa et maman. Bonjour monsieur. Oui, c'est juste pour vous dire merci parce que j'écoute l'émission aussi. C'est juste pour vous saluer. Ah, c'est très gentil de votre part, monsieur. Nous vous saluons et merci de nous écouter. Vous voulez réagir? Oui. Restons, si c'est possible, sur notre métier. Tout à fait. Sur les critiques. Je voulais dire que le journaliste, c'est comme un joueur de football. Vous voyez, c'est tout un ensemble, c'est toute une équipe. Au niveau de la presse écrite, vous pouvez faire un bon reportage. Si l'infographie n'est pas bonne, ça bousille votre reportage. Vous voyez. Donc, on ne peut pas dire que parce qu'on a remporté un prix, donc on est forcément le meilleur, ou bien on a travaillé seul. C'est faux. Donc, mais ce n'est pas pour autant aussi que dans un match, dans une équipe de football, quand par exemple le meilleur buteur a eu un trophée. Disait, le ballon d'or, il disait que c'est un prix individuel. Voilà, c'est juste un prix individuel. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Et c'est comme ça que celui-même qui a eu le prix doit comprendre. C'est toute une équipe qui a travaillé. Et il y a quelqu'un qui est lauréat, il y a quelqu'un qui a gagné. Collier a gagné, mais parce que derrière lui, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu souvent même des suggestions. On a quelqu'un qui... Mais pourquoi minimiser l'apport de... Non, pas du tout. Pas du tout. La personne qui a le prix. Non, ça, loin de moi. Je voudrais dire, par exemple, on a un grand journaliste qui nous disait, quand il fait son papier, lorsque vous êtes stagiaire, il vous donne pour lire. Vous voyez, parce que vous êtes stagiaire, vous avez beaucoup d'idées, il vous donne pour lire, pour voir. Est-ce que vous lui faites des suggestions? Oui, non. Donc, c'est dit quoi? C'est dit que la production humaine n'est jamais parfaite. Et donc, c'est un tout, c'est ensemble qu'on arrive à porter. Mais d'abord, l'effort revient à celui qui signe l'article, mais c'est tout un ensemble. C'est pourquoi il ne faut pas que ceux qui n'ont pas eu de prix derrière, je veux dire, l'équipe... Oui, qu'ils soient frustrés. Qu'ils soient frustrés. Alors, oui... Je vais compléter quelque chose pour lui emboîter le pas. En fait, c'est le métier. Malheureusement, c'est le métier. Quand on voit les grands acteurs, qu'on regarde les Schwarzenegger, il y a des techniciens. Oui, mais même les prix de cinéma, je veux dire, on les connaît même pas. On récompense la technique. Non, on les connaît même pas. Je veux dire, on les connaît même pas. On les connaît pas, mais ils sont récompensés. Quand on parle de Sylvester Stallone, quand on parle de Van Damme, il y a eu de grands techniciens qui les ont révélés. Mais c'est ça. C'est ça. C'est pas on n'est pas fier de dire qu'il n'y a pas de techniciens, mais c'est ça. Si Fatim, vous prenez le meilleur architecte du monde, vous construisez une maison, tous ceux qui vont voir, ils vont dire Fatim a construit une belle maison. Mais c'est pas Fatim. Il y a eu cet architecte-là qui est venu, qui a réfléchi. Il y a eu le géomètre. Il y a eu tout ça. Mais on disait, Fatim, vraiment, elle a du goût. Regarde comment elle a construit sa maison. Donc c'est ça en fait. Ça dure depuis longtemps. C'est vrai. Moi, je demande à l'UNJ de prendre en compte les techniciens. Mais il faut que les techniciens sachent qu'ils sont des génies. Et c'est comme ça. Ils sont dans l'ombre. C'est la réalité. Fatim, je pense que pour ça, là, on a déjà dit, on a pris en compte. On va tenir compte qu'on avance. Au lieu de parler de techniciens, c'est l'entreprise qu'il faut récompenser d'une manière ou d'une autre, de telle sorte que même le balayeur, celui qui vient nettoyer ton micro, il doit être aussi là de compenser. Donc, je veux dire, on prend l'entreprise en compte. Oui, c'est important. Pour que chacun, c'est ça, concerner le chauffeur qui te conduit. Et souvent, c'est ça. Sur le terrain on parle de journaliste qui est décédé, mais souvent on ne parle même pas de chauffeur qui a été abattu au même titre que le journaliste. Donc, c'est des choses qu'il faut intégrer. Nous, on a pris en compte. Et vous avez raison, mais chacun son métier quand même. Zoumana Bamba de Mans. Bonjour. Bonjour, madame. Nous vous écoutons. Moi, je voulais tout simplement vous dire merci.
pour l'émission et je voulais comprendre certaines choses au niveau du journalisme, surtout au côté déontologie. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un laisser-aller au niveau des journalistes. Parce que soit disant que quand nous entendons, on nous dit qu'il y a des journalistes de l'opposition. Mais dans la tête d'un profane, ça ne sonne pas bien. Pour nous, journaliste, c'est un journaliste. Et il faut toujours respecter la déontologie pour que tous les Ivoiriens soient au même niveau d'information. Maintenant, je voulais savoir, si un journaliste est pris par, comment on appelle, qui est en train de citer à la haine, et puis, bon, quelles sont les peines à donner à ces journalistes-là? Et puis, souvent, ces peines-là ne sont pas vraiment, je ne sais pas, c'est pas ce qu'on veut en tout cas. Je veux que ces peines-là vont jusqu'à la radiation de ces journalistes. Et je profite de l'occasion pour dire merci à Jérôme Kouakou qui a beaucoup fait pour la commune de Mans et pour la région de la région de Tonki. Et je lui souhaite une bonne continuation. Merci pour lui. Merci, monsieur. Alors, vous avez entendu, hein? Oui. Voilà. On va nous radier si ça continue. Non, mais le problème, c'est que le journaliste est un citoyen. Il n'est pas au-dessus de la loi. Mais il y a des textes qui régissent notre métier. Et il y a deux institutions au niveau de notre métier. Il y a l'autorégulation qui est faite par l'OLPED et puis la régulation qui est faite par l'ANP et la ACA au niveau de l'audiovisuel. Donc, à ce niveau, il y a les retraits. Il y a les retraits qui sont des cas qui sont faits. Il y a des sanctions pécuniaires. Mais le tribunal ou la justice prend le relais. Si des faits qui sont suffisamment graves, il y a le procureur qui peut s'auto-saisir et poursuivre le journaliste ou bien la rédaction. Mais je veux dire que... actif, hein? Comment? Notre procureur... Non, je veux dire que nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Il est clair, aujourd'hui, même les réseaux sociaux, quand vous récupérez les articles, les productions des citoyens, et vous publiez dans votre rédaction ou dans votre journal, on va vous poursuivre. Et on a vu des citoyens qui ont été arrêtés parce qu'ils ont fait la propagande de certaines situations à la haine et autres. On a eu l'occasion de parler de deux choses. Moi, je veux qu'on parle aussi des fake news et de l'arrivée des réseaux sociaux qui ont complètement bouleversé nos métiers. Il dit que tout le monde s'autoproclame journaliste. Mais encore une fois, faut-il vraiment avoir la formation pour être un bon journaliste? Il faut lire la loi 2017. Et j'aimerais qu'on parle de la réalité de nos métiers. Les bas salaires, les stagiaires qui... Vous voyez des gens qui sont stagiaires encore à 50 ans. Il va falloir qu'on parle de ça. Je vous écoute, Sorosita. On va parler de nos difficultés dans ce métier. Oui, vous avez souligné l'une des difficultés de ce métier avec l'Internet aujourd'hui. C'est devenu difficile pour le journaliste de travailler parce qu'il y a de n'importe quoi un peu, si je peux m'exprimer ainsi, sur le net. On a de fausses informations qui circulent sur le net. Et donc, ça amène le journaliste à rechercher, à travailler davantage pour donner de la vraie information aux lecteurs, aux auditeurs ou aux téléspectateurs. Donc, le métier, c'est devenu encore plus compliqué aujourd'hui. Alors, il y a Stéphane Koné de Grand Laou. Oui, allô? Nous vous écoutons. Oui, allô, bonjour madame. Bonjour. Ok, je salue déjà tout le plateau et puis je voulais vous féliciter déjà pour ce genre d'émission. Voilà, cela démontre déjà vraiment tout le travail qui est abattu à la RTI. Voilà, c'est ce genre d'émission-là, on ne verrait pas ça de plusieurs années passées. Et maintenant, déjà il y a un débat contradictoire, déjà voir vos réactions face à vos collègues. Déjà, c'est déjà important. Donc, je voudrais inciter vous, les journalistes, vraiment à vraiment bien faire votre travail. Parce que, vraiment, la paix en dépend, sincèrement. Voilà. Et puis, vous voyez aussi, il y a un véritable travail qu'il faut faire. Donc, vous voyez déjà que votre rôle est très important. Tout à l'heure, il y a un de vos collègues qui disait que, effectivement, certaines personnes disent, voilà, je ne regarde pas la RTI, ça part déjà au sein de la population. Il y a déjà des problèmes. Donc déjà, vous les journalistes devez savoir que vous avez un grand rôle à jouer. Vous voyez déjà Fatim Djidji, certains diront, ah voilà, celle-là, je suis sûr qu'elle a épousé un mari d'été. Donc quand c'est comme ça, déjà, tout ce que vous dites, pourtant, on voit vos émissions, vous êtes vraiment impartial. Et ça c'est vraiment c'est vraiment à saluer. Donc vraiment, je vous félicite pour ce genre d'émission. Vous encouragez vraiment à faire votre travail. Et puis encourager la RTI aussi. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de chaînes, mais la RTI quand même fait des efforts. Aujourd'hui, on voit par exemple des reportages, par exemple à la télé, par exemple, où
on va dans une localité, on dit il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Voilà, où on donne le micro aux populations pour dire certaines choses. Des années passées, on ne verrait pas ça. Donc on voit qu'il y a un véritable travail qui est fait. Nous, je vous incite vraiment à continuer dans ce... Merci beaucoup, monsieur, pour ces encouragements. Et non, mon mari ne s'appelle pas DJ. Je pense que Fatim, puisque vous avez parlé de problèmes de la presse, je pense qu'il y a deux choses. Le représentant de l'UNGCI le dira mieux. On parle de liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Est-ce que la presse ivoirienne est-elle véritablement libre? Je crois que j'ai eu le temps d'animer un débat là-dessus. Mais la liberté du journaliste dont on parle va ensemble avec la liberté économique des journalistes, liberté financière dans la poche. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le combat de l'UNGCI. Comment vous voulez que les journalistes soient libres alors que les fins du mois sont difficiles? Au fait, disait, un homme qui a le ventre vide n'est pas libre. Ils vont écrire pour celui qui leur donne un peu, comme on dit dans le Japon. Ce que vous appelez les fameux gombo. Voilà. Alors là, vraiment, c'est assez surprenant. Non, mais c'est vrai que je connaissais pas. J'ai découvert ça ici, où les uns et les autres vont faire des articles moyennant quelques récompenses financières. Et même très surprenant. La première fois que j'ai eu à faire un reportage pour la RTI, même ceux qui organisent l'événement vous demandent à la fin de venir pour prendre une enveloppe. Moi, la première fois, j'étais tellement choquée, je leur ai dit non, c'est de la corruption. Ils m'ont dit non, pas du tout, puisque c'est pour vous aider. Et qu'à aucun moment, ils vont intervenir dans la diffusion de mon reportage. Mais j'étais choquée. J'ai vu que c'était une pratique que tout le monde acceptait. Bon, après, plus personne ne voulait faire des reportages avec moi. Fatim, mais... cela dit, ce n'est pas une institution, hein, ce n'est pas un fait établi. Voilà, mais c'est régulier. Non, ce n'est pas établi. Aucune rédaction ne demandera à son journaliste d'aller sur le terrain et puis de prendre de l'argent pour diffuser un sujet. Donc c'est un choix personnel. C'est la responsabilité du journaliste. Ce n'est pas une règle en Côte d'Ivoire. C'est la responsabilité, à mon avis. Mais il vient de le dire. Comment refuser? Il y en a qui sont stagiaires depuis des années. Comment refuser cette somme d'argent quand tu n'as rien? Comme vous l'avez dit, c'est un stagiaire, il le fera. Mais quand il vient à la rédaction, dans son papier, il ne fera pas la part belle. S'il veut faire la part belle à celui qui lui a donné de l'argent, mais il va se créer des problèmes. Oui. On peut même sortir l'interview de celui qui lui a donné de l'argent parce qu'on estime que ça ne cadre pas avec le sujet. Mais c'est un choix. C'est un choix. Malheureusement, quand vous regardez les journaux, c'est rempli de comptes rendus plus que c'est ça. Oui. Donc c'est le choix. C'est-à-dire que si moi, patron de presse, je décide de faire la promotion des grands genres, parce que là, ça va vendre, je le fais. Mais si je dis, bon, je fais 90% de compte rendu, mais après, il ne faut pas que je m'attende à ce que le journal se vende. C'est aussi simple que ça. Mais je vais dire, à la base, qui vient au métier de journaliste? Est-ce qu'on a échoué ailleurs? C'est pour ça qu'on s'est trouvé journaliste. Il y a ça. Maintenant, quand on est à l'intérieur, c'est comme ça que vous le voyez. Il y a le choix personnel. Moi, je décide. Je dis quelle que soit ma situation de pauvreté extrême. C'est comme il y a des artistes même qui sont très pauvres, mais ils ont eu les meilleures positions dans les moments de pauvreté extrême. Donc, il faut savoir garder sa dignité. Et quand on fait un travail, on travaille bien, il est clair que la première récompense, c'est le public. La deuxième récompense, il se trouve que... Si. Non, mais monsieur, oui, c'est le public, mais là, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un d'accepter de travailler. Tout le monde a droit à un travail dans la dignité. On ne peut pas travailler pour des si bas salaires, avec des horaires que les gens n'imaginent même pas, du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre, s'épuiser, sacrifier sa vie personnelle. Et pour combien? On a mis les syndicats. Et en plus, dans quelles conditions? Des conditions qui ne sont même pas optimales, et nous dire qu'on doit juste se contenter de la satisfaction du public? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que d'abord, c'est d'abord personnel. Comment vous pouvez imaginer? Moi, j'ai travaillé dans des rédactions. Je vous dis, j'ai travaillé dans des rédactions. Moi, je suis toujours resté dans le privé. Mais quand j'ai fait 6 mois, je ne suis pas payé. Mais j'ai décidé de partir. Mais un journaliste ou un employé qui reste dans une entreprise, il fait 3 ans sans salaire. Ça, c'est vrai. Mais ça aussi, c'est un choix. Mais maintenant, il y a le syndicat qui prend le relais pour dire il va vous défendre. Lui, il fait des efforts. Et on dit, bon, on n'a plus maintenant, il y a un fonds. On demande à l'État de pouvoir mettre les moyens conséquents. Combien gagne un journaliste ici? Fatim, il faut... Quand on veut être riche, on ne vient pas au journalisme. Oui. Moi, je voulais dire que clairement... En tout cas, on change de pays. Oui, je voulais dire clairement. Je voulais dire clairement, avec beaucoup d'honnêteté, que
Aujourd'hui, la presse ivoirienne, surtout la presse papier, est sinistrée. Parce que depuis ces années de crise, au niveau de la distribution des journaux, ça pose problème. On vend seulement pratiquement qu'à Abidjan. Les journaux arrivent à l'intérieur. Avant, lorsque nous étions tout petits, les journaux arrivaient vite à midi, 13h à l'intérieur. Aujourd'hui, les journaux arrivent à l'intérieur à 19h, 18h. Et tout ça complique la tâche des journaux. Les journaux ne sont pas tirés à un grand nombre. Vous voyez même Fraternité Matin, qui est le journal gouvernemental, est tiré à peine à 15 000 exemplaires. Vous allez au Sénégal, à Dakar, vous verrez un petit organe tiré à 110 000 exemplaires. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, la surface financière des journaux, il faut le reconnaître, ne se porte pas bien. Le numérique, aujourd'hui, avec les faux journalistes sur le net, est venu aggraver la situation. Ensuite, le secteur n'a pas su tirer profit du numérique. On est resté dans notre même train-train et aujourd'hui, il y a des difficultés. Mais ceci étant, l'État a pris quand même des mesures pour encadrer. Aujourd'hui, si tu es stagiaire, c'est limité dans le temps. Il y a 2 ans. Il y a les règles limitent le temps du stage. Non, même pas, ça vaut même plus 2 ans, 6 mois. Oui, mais les organes n'embauchent plus. Ensuite, le stagiaire a un minimum de salaire aujourd'hui, en principe. Oui, qui est fixé. Je pense que beaucoup de stagiaires vont être étonnés d'apprendre ça. Le stagiaire a un salaire qui est fixé par les textes. Mais le problème, par la convention, le problème, c'est l'application des textes. Voilà, parce qu'il y a la théorie et la réalité. Oui, les loyers aussi, on doit plus avancer 6 mois de loyer. C'est pourquoi il y a moins de stagiaires dans les organes. Certains organes essaient d'appliquer cela. Et s'ils ne peuvent pas payer de stagiaires, ils n'en prennent pas. Vous l'avez dit vous-même, ils ne vendent même pas leurs journaux. Donc, ils vont faire quel bénéfice pour payer des gens ou embaucher? C'est ce que je dis. C'est pourquoi aujourd'hui, vous verrez, les effectifs sont réduits. Le journaliste travaille plus qu'il ne travaille. C'est une réalité. Et puis ils sont polyvalents. La population attend beaucoup de nous. Vous voyez que vous entendez les gens. Il faut que nous donnions la parole à X, il faut que nous donnions la parole à Y. Ce qui veut dire que notre rôle est très important. Il faut aussi que l'État comprenne que ce rôle-là va au-delà de la simple vente d'un journal ou d'un espace. Oui. Et donc que l'État doit nous appuyer comme il le faut. Je veux comprendre rapidement Adama Bakayoko, mais après je veux quand même un dernier mot sur l'enjeu de 2020, des élections présidentielles. Et le rôle des journalistes est majeur dans ces événements-là. Donc on va en parler. Adama Bakayoko? Oui, bonjour Fatim. Bonjour et félicitations. Merci beaucoup. Alors, dites-nous, on va écouter en fin d'émission un extrait de votre reportage. Vous allez nous dire pourquoi ce choix de sujet. C'était, je crois, sur l'immigration clandestine. Oui, bien sûr. Alors, ce reportage sur l'immigration clandestine, c'est vrai, Okoué est sur le vice-président Okoué est sur le plateau. Je pense qu'à l'avenir, on va changer la terminologie clandestine parce que, comme j'ai suivi plusieurs formations avec l'OIM, désormais, je souhaite qu'on dise le prix de lutte contre la migration irrégulière parce qu'il n'y a pas de clandestins sur la terre. Chacun a le droit de voyager comme il veut. Seulement, on est en irrégularité vis-à-vis des lois du pays dans lequel on est. Voilà, donc ce sujet que j'ai tourné, ça porte sur des jeunes filles nigérianes, adolescentes, qu'on fait venir du Nigeria et qu'on insère dans la prostitution, ici dans le sud Congo, notamment dans les mines d'or. Alors ces jeunes filles-là, le phénomène s'appelle la traite des humains. On prend des jeunes filles au Nigeria, on leur dit que voilà, on a trouvé un magasin pour votre fille, elle va venir vendre dans un grand magasin, elle aura au moins 200 000, 300 000 par mois, c'est des blancs qui seront ses clients, tout ça. Et du coup, les jeunes filles tombent dans le panneau et arrivées sur le sol ivoirien, on leur confisque le passeport, on leur prend tout leur argent et elles se rendent compte qu'en réalité, elles ne sont là que pour la prostitution forcée. Et c'est même pas elles encore qui prennent leur argent. Quand elles couchent avec des hommes, c'est le trafiquant qui a l'argent à la place. Et il leur faut payer entre 1 million et 1,5 million pour pouvoir récupérer leur passeport. Et ça s'appelle la traite des humains. Ça répond à 3 critères. 1, aller faire miroiter un bel avenir à la victime. Donc, on vend du rêve à la victime. Le deuxième critère, on s'occupe de son déplacement, on s'occupe de son hébergement, on s'occupe de son transport. Et puis, le troisième critère, c'est l'exploitation, c'est-à-dire que la personne travaille, mais c'est vous qui percevez de l'argent. Ce reportage était beaucoup plus long, ça m'a porté après en Tunisie et en Italie où c'est plus grave. Malheureusement, le délai de Ebony étant fixé au 5 novembre, moi je suis revenu de Tunisie le 15 novembre, je n'ai pas pu soumettre la version complète de l'enquête que j'ai menée depuis 6 mois. Et donc c'est juste la version du Sud Congo que j'ai pu déposer, Fatim Dédé. Alors merci beaucoup, Adama, on va écouter ça avec beaucoup d'intérêt.
Bonne suite des programmes présidentiels. J'ai envie de vous dire, comme on arrive à la fin de l'émission, j'aurais voulu, c'est vrai, avoir votre avis sur la profession, mais nous sommes nombreux là dans la salle pour parler. Merci Adama. Juste en 30 secondes. Relever la question des réseaux sociaux, Fatim Dédé. C'est très très important. Figurez-vous, je suis à Sakassou où on dit que la forêt sacrée a brûlé. Il n'en est rien du tout. C'est une partie dans un village, le fait partie d'un village très lointain sur la route de Boaké et a pris une partie, 0,33% des 12 hectares de cette forêt-là. Et très vite sur les réseaux sociaux, quand on voit l'image du feu, on dit toute la forêt sacrée a brûlé à Sakassou. Voilà où notre métier devient un peu compliqué avec la naissance des réseaux sociaux. Merci pour cette précision, ces informations. Et oui, effectivement, il y a des fausses nouvelles, des fake news, les fameuses, dont on parle. Monsieur, moi, je veux pour finir cette émission, qu'on parle de 2020. Voilà, élection présidentielle dans le pays. Les journalistes ont un rôle primordial dans ce cadre-là. Comment vous appréhendez et comment vous envisagez la chose? Alors, tout à l'heure, Serge Collier a parlé de l'autocensure. Par rapport à certains sujets, je propose jeudi prochain, dans le cadre de dossier politique, la réconciliation au sein du FPI, où Laurent Gbagbo donc reçoit Afin Guessan et on donne la parole aux populations. On permet aussi au FPI de dire comment il compte affronter 2020. Donc je pense que c'est comme ça, chacun doit travailler. Il ne doit pas avoir de l'autocensure. Si vous êtes au patriote et que vous observez que le FPI est en train de se souder pour revenir à la reconquête du pouvoir, vous faites votre travail de journaliste. Si vous êtes au nouveau réveil et que vous voyez que le RHDP est en train donc de s'implanter, vous faites. Mais quand on devient des militants, c'est là le problème. Mais comment vous faites la différence entre un militant et un journaliste d'opinion? La différence, c'est que le militant, il a sa carte de militant. C'est-à-dire quand on prend Fraternité, quand quelqu'un qui va acheter Fraternité Matin peut vouloir juste s'informer, mais il va chercher des informations qui sont, on va dire, si ce n'est en faveur, en tout cas, qui parlent de l'activité gouvernementale d'une certaine manière. On va prendre notre voix qui va généralement dire le contraire ou critiquer tout ce qu'on aura vu dans Fraternité Matin. Quand on est en période électorale, il y a deux choses. Il faut prendre les tests. Les tests de loi qui régissent non seulement nos métiers, mais les tests sur le code pénal, sur d'autres tests dans la loi fondamentale, il faut les avoir. Moi, j'étais responsable de rédaction et j'ai ça dans mon bureau. Et j'ai fait lire ça aux chefs de service et même aux journalistes. Quand tu écris, il faut lire. Est-ce que ce que j'ai écrit là, ça va contre les tests de loi de notre métier? Ça va contre les lois du pays? Et puis, l'autre aspect, c'est toi-même ta conscience. Chacun a une conscience. Ce que je vais écrire ou ce que je vais dire là, est-ce que ça peut entraîner, disons, le feu ou ça peut calmer les choses? Ce sont les deux axes. Dès l'instant où les deux axes ne sont pas respectés, tout le reste là, ça s'appelle la littérature. C'est aussi simple que ça. Mais il faut dire aussi que les journalistes là, ils sont avant tout des citoyens, mais nous sommes le thermomètre qui donne la température du pays et nous ne sommes pas la température. Ça, il faut que... C'est pas nous qui disons que s'il fait chaud, le journal va dire qu'il fait chaud. Mais la manière de dire qu'il fait chaud, c'est ça qui importe. Parce qu'on peut dire, on peut critiquer sans que ça puisse être dans le jus, sans que ça puisse faire mal, mais on peut prendre les critiques. C'est la manière de faire les critiques qui peut, disons, amener les gens à changer positivement ou négativement. Ce que je voulais dire, c'est que il faut éviter que la presse retombe dans les travers de la presse du début des années 90, après l'ouverture de la presse en Côte d'Ivoire. Parce que au début des années 90, chacun prend en fonction de son choix, il écrit ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, sans respecter les normes. C'est vrai que partout, je ne vous apprends rien, même en France, il y a des journaux d'opinion, mais il faut traiter l'information. Notre rôle, c'est de traiter l'information. Traiter l'information veut dire, on donne une information, nous la traitons. On la vérifie. Nous la vérifions, nous la recoupons. Ensuite, on peut avoir des prises d'opposition. Ça, c'est différent. Mais nous devons d'abord traiter l'information, éviter les injures, éviter de stigmatiser, afin que nous préservions notre pays, afin que la paix puisse régner. Voilà
ce que je voulais dire. Merci. Dernier mot de Super Ebony, on va rendre l'antenne. Alors moi, je dirais tout simplement que, comme le disait tout à l'heure mon confrère Jérôme Kouakou, il faut d'abord désarmer les plumes, désarmons nos plumes, ne nous laissons pas manipuler par les politiques, parce qu'il y a ça aussi. Il faut éviter les incitations. L'incitation surtout, à la haine, à la violence, l'offense, l'injure, l'outrage. En tout cas, preuve de responsabilité. Voilà, il faut faire preuve de responsabilité, sinon pour le reste, voilà, recouper l'information, équilibrer l'information, l'impartialité, c'est des éléments que je pense que la plupart des journalistes ont. C'est l'environnement dans lequel nous baignons, les politiques qui nous aiguillonnent, les politiques qui nous amènent à... En tout cas, cette année, restons nous-mêmes, restons journalistes, évitons de tomber dans le jeu des politiciens. Dépassionnons le débat, plus d'informations, moins d'émotions. Merci, c'est sur cette belle formule que nous rendons l'antenne. Hein. Alors c'est la fin de cette émission, messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour votre participation, merci chers auditeurs. Un grand merci à mes collègues, Patricia Conan, Mona Hervé-Nguessan, à la technique Valentin Kwasi, Yao Kwasi aussi. Vous êtes nombreux avec nous. Merci aux invités. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Je vous retrouve demain pour Ailleurs dans le monde à 11h05 sur Radio Côte d'Ivoire. Et bon week-end alors. Face au public. Face au public, l'émission débat grand format de Radio Côte d'Ivoire. Face au public, c'est une grande lucane d'échange avec le public en studio et les auditeurs sur les grands sujets d'actualité, les sujets les plus brûlants de société et de développement. Face au public, votre émission de débat ouvert au public tous les samedis en 15 à 9h05 sur Radio Côte d'Ivoire. Présentation Fatim Djedje. Face au public. Face au public. Quand le public a la parole.